Édouard, nous avons des bonnes nouvelles à donner aux lecteurs puisque notre levée de fonds avance. Certains l'attendaient avec impatience, impatience que on a un peu usé puisque ça fait 6 mois qu'on est sur cette affaire, mais parce que techniquement c'est compliqué. Donc on va donner rapidement des nouvelles à nos lecteurs intéressés sur la suite de la procédure, mais c'était l'occasion de parler de comment on conçoit l'information et comment toi tu agis en tant que directeur de la publication et peut-être de dire aux gens, aux lecteurs, comment on fabrique d'une certaine façon l'information. Alors, est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste, directeur de la publication? Je suis, d'ailleurs, je pense que ça a aussi une portée juridique, il ne faut pas l'oublier, je suis responsable de tout ce qui se dit, s'écrit dans le courrier des stratèges. Donc c'est une lourde responsabilité que je suis très heureux d'assumer. D'abord parce qu'on travaille ensemble, ensuite parce que je crois que nous avons des auteurs qui sont des esprits libres, qui par ailleurs savent qu'on n'argumente pas n'importe comment, qu'on ne fait pas d'attaque ad hominem, qu'on vérifie ses sources. Tout ça, c'est extrêmement important. C'est d'autant plus important qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien qu'il y a deux types de médias. Il y a les grands médias possédés par des groupes, par des industriels, et qui bénéficient souvent, pas toujours dans tous les pays, mais souvent de larges subventions publiques, et qui finalement essayent de proroger la presse d'hier dans le monde d'aujourd'hui, qui est un monde beaucoup plus décentralisé, où il y a beaucoup plus d'informations qui circulent. Et donc ces gens-là se sont dit on va se mettre à Internet, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des versions Internet de leurs journaux, avec le dilemme dont nous avons souvent parlé, c'est qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis ils s'aperçoivent qu'ils sont dépassés par le deuxième groupe dont je vais parler. Ce deuxième groupe, c'est le Courrier des stratèges en fait partie, mais on a beaucoup de médias, on a des blogs, on a des journalistes indépendants, on a des médias en fait d'un type nouveau, et qui vont chercher l'information partout où elle est. C'est quand même fascinant. Il y a 20 ans, pour s'informer, on aurait simplement regardé, et pour préparer l'édition du courrier, eh bien, on aurait regardé les fils des grandes agences de presse. Alors, bien sûr, on les regarde, mais on regarde aussi beaucoup d'autres choses parce qu'il y a de l'information partout et parce que Internet, tant qu'il reste libre, bien entendu, mais on trouvera toujours un moyen d'avoir accès à l'information. Internet est une source extraordinaire de confrontation des points de vue qui permet de vérifier les sources. Alors, en sachant aussi qu'il faut une méthodologie, mais c'est pour ça que nos auteurs au courrier, nous les choisissons soigneusement. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans l'excès inverse de la presse mainstream. La presse mainstream raconte ce qu'elle pense être l'opinion à fabriquer, et à l'inverse, il y a le symétrique, c'est, on va dire, une façon complotiste de voir le monde, et de dire on nous cache des choses systématiquement. Alors, bien entendu, le travail du journaliste, c'est d'aller chercher la réalité derrière les slogans gouvernementaux, la réalité derrière les affirmations toutes faites et non vérifiées. Mais pour autant, l'information libre telle que nous la pratiquons, elle permet aussi, me semble-t-il, d'avoir au sein de la rédaction du courrier, souvent sur un même sujet, non pas des avis opposés, mais des nuances. Et ça, je crois que c'est très important. Il y a à la fois ce à quoi je veille, c'est qu'il y a une ligne directrice. Cette ligne directrice, elle est toute simple. C'est nous identifions tout ce qui empêche la liberté personnelle et la liberté des nations de s'épanouir. À partir de là, justement, la liberté consiste à défendre des points de vue qui peuvent être quelquefois divergents, nuancés, et c'est normal. Concrètement, parce que c'est l'occasion de donner quelques secrets de fabrication, quand tu dis il y a des sources différentes, multitude de sources, concrètement, tu vises quoi plutôt? Toi, tu fais comment pour trouver tes sources
sans évidemment révéler les secrets de grand-mère. Ben, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple que ça n'en a l'air. Je vais raconter mon histoire personnelle. En 1999, j'étais en vacances au moment où la guerre du Kosovo a éclaté. J'ai voulu m'informer. J'étais à un endroit en vacances où il y avait une chaîne, il y avait la télévision par satellite. Et donc je zappais et je m'apercevais que toutes les chaînes racontaient la même chose. Parce que l'OTAN formatait l'information. Alors j'ai trouvé une faille à un moment. J'ai vu qu'il y avait des nuances d'une chaîne à l'autre. Donc j'ai travaillé sur ces nuances. Mais évidemment, ce n'était pas satisfaisant. Et heureusement, Internet est arrivé. Et avec Internet, j'ai vu que je pouvais avoir des informations contradictoires, que je pouvais avoir des points de vue qui disaient, eh bien non, ça, ce que vous dit l'OTAN, c'est de la propagande, ce que vous dit le Parti communiste chinois, c'est de la propagande, ce que vous raconte telle entreprise qui explique qu'elle n'a jamais eu recours à du travail forcé, ça n'est pas vrai parce que voilà ce qu'a fait un blogueur indépendant, etc., etc. Et donc, petit à petit, en bricolant, comme un artisan au départ, je me suis fabriqué mon outil de veille, c'est-à-dire une bonne dizaine de titres que je regardais au moins une fois par semaine. Alors, avec les années, Internet se perfectionnant, j'ai perfectionné le système, avec toujours l'idée de lire des points de vue contradictoires sur la même question. Par exemple, j'ai découvert, au milieu des années 2000, l'immense qualité de la presse asiatique, des médias asiatiques en langue anglaise. C'était en langue anglaise, heureusement, je pouvais les comprendre. Et en même temps, c'était très différent du Financial Times ou du New York Times. C'était une information libre, nuancée, complexe. Bon, ça m'a beaucoup aidé. Alors, avec le temps, je pense que les uns et les autres, nous avons tous perfectionné les choses. Nous avons découvert les agrégateurs d'informations. Il y a un certain nombre d'outils comme ça. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que toi comme moi, on fonctionne de la même manière. Le matin ou le soir, on regarde un agrégateur, on regarde des titres qu'on a l'habitude de regarder, et à partir de là, on identifie des sujets sur lesquels nous demandons à nos auteurs de bien vouloir investiguer, poursuivre, aller plus avant. Et puis, ce qu'il y a de bien avec les gens qui écrivent pour le courrier, c'est que souvent, ils nous proposent d'eux-mêmes des sujets qu'ils ont repérés, parce que je crois que la grande nouveauté, en fait, et c'est ça qui rend fou les médias établis, c'est que chacun peut devenir journaliste pourvu qu'il soit doté d'une méthodologie et qu'il soit prêt à aller au bout d'une investigation. Je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est tout le discours sur les fake news. Tout le discours sur la dénonciation d'auteurs complotistes, conspirationnistes. Je sais que la Commission européenne fait la différence entre les deux, j'oublie toujours comment ça marche, mais peu importe. La réalité, c'est que c'est la défense d'une vieille manière de faire du journalisme, et que les grands médias établis, subventionnés, ils demandent à l'État en plus de les protéger par des lois qui entravent la liberté de l'information. Et je crois qu'effectivement, on est dans un schéma classique où on a des médias nouveaux qui taillent des croupières aux médias anciens parce qu'ils vont chercher l'information là où elle est, au lieu de la prendre dans les services de presse des ministères. Et évidemment, il ne reste qu'une arme aux médias établis, c'est de demander qu'on fasse des lois pour empêcher les nouveaux médias de s'exprimer. Alors concrètement, tu choisis tes sujets comment ? Ceux que tu traites, ceux que tu distribues à la rédaction, comment tu fais pour identifier un sujet ? Tous les jours, je veille à ce que nous ayons un équilibre entre les sujets de politique intérieure et les sujets internationaux, entre les sujets, on va dire, de politique pure et des sujets qui sont plus sociétaux, comme on dit. Puis nous avons aussi, avec le temps, des marques qui se sont établies, les brèves de Modeste Schwartz, voilà, c'est quelque chose de très spécifique. Donc ça, il faut que nous nous y mettions à deux pour bien identifier les sujets. Voilà, et à partir de là, nous sommes bien d'accord, je crois, pour dire que le courrier des stratèges, pour l'instant, n'a pas voulu couvrir tous les sujets.
nous constatons qu'il y a régulièrement des sujets qui apparaissent et qui sont cruciaux pour la défense des libertés en France, en Europe et dans le monde. Et donc ce sont sur ces sujets-là que nous nous concentrons de manière prioritaire. Et ça va des sujets de santé pendant le Covid à des sujets géopolitiques comme pendant la guerre d'Ukraine ou actuellement, en passant par la question de la liberté de l'entrepreneuriat, des sujets touchant à la sécurité sociale que tu traites volontiers et ce genre de choses. Je crois que nous arrivons à un assez bon équilibre tous les jours en sachant que nous n'avons absolument pas la prétention de tout couvrir, mais plutôt d'alerter nos lecteurs sur des sujets qui peuvent être liberticides. Dans la pratique, quelle garantie tu donnes aux lecteurs de ton indépendance, de notre indépendance? Comment on fait pour nouer ce lien de confiance avec nos lecteurs? Alors, plusieurs manières de le faire. D'abord, nous avons un dialogue constant avec nos lecteurs, par exemple par le fil Restez libre. Nous avons aussi les commentaires sous les articles. Le fil Telegram. Voilà, le fil Telegram. Nous avons aussi les commentaires sous les articles. Et moi, quand je repère quelque chose qui est vraiment intéressant, une contribution d'un lecteur, je peux avoir tendance à le redistribuer, à dire à l'un des rédacteurs, est-ce que ça vous intéresse pas? Là, visiblement, il y a quelque chose à creuser. La deuxième chose, c'est que nous vivons de nos abonnements. Et donc, non seulement c'est une exigence pour nous, nous savons que nous devons mériter la confiance que les lecteurs ont placée dans ce que nous écrivons, mais c'est aussi un gage d'indépendance, puisqu'il y a sur notre site pas de publicité ou très peu, et puisque nous ne cherchons pas à obtenir des labels publics qui nous donneraient droit à des subventions, mais nous préférons être comme le loup de la fable de La Fontaine, peut-être un peu maigre quelquefois, mais sans collier qui puisse nous attacher quelque part. Dans la pratique, tu attends quoi, toi, de cette levée de fonds? Je crois que ça va concrétiser le lien fort que le courrier a su établir avec ses lecteurs. C'est pour moi le plus important. L'expérience de ces 2 dernières années m'a prouvé que on réussit un média internet quand on crée une communauté de lecteurs. Alors cette communauté, elle peut être celle de contributeurs qui rejoignent, qui viennent, qui envoient des avis, mais je pense que l'idée ensemble d'investir dans le projet et avec un accord sur les grandes orientations stratégiques. Par exemple, lorsque tu expliques aux lecteurs que la levée de fonds pourra aider à développer un journal, une web TV du Courrier des Stratèges, c'est un objectif qui va être partagé et ça sera une exigence pour nous, mais on sait aussi que les lecteurs vont nous aider, nous guider, plébisciter les sujets, nous encourager et nous aider à inventer quelque chose qui sera toujours la marque Courrier des Stratèges, mais qui sera de l'image, de la web TV, donc forcément différente de ce que nous faisons par écrit. Bon, écoute, on se souhaite bonne réussite, on remercie par avance tous les gens qui ont manifesté leur intérêt et on vous tient tous au courant de la suite des événements. Effectivement, une nouvelle aventure qui commence.